Bonjour, merci à tous d'être venus, d'être présents en ligne et en présentiel à cette première table ronde du Salon Maghreb Orient des Livres. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde qui a pour thème culture et résistance, résistance au pluriel. Et j'ai le plaisir d'être entouré par Colin Housset, qui a publié Musique du monde arabe, une anthologie en 100 artistes. Farouk Mardambe, qui vient de publier Tous témoins, et qui est un travail collectif avec des dessins notamment du dessinateur syrien Najah Aboulkaï, et Richard Jacquemont, qui a co-dirigé Culture pop en Égypte, entre mainstream et résistance. Et donc, nous allons pendant 1 heure parler de ces œuvres et aussi parler de ce thème de culture et résistance dans le monde arabe, et notamment depuis une dizaine d'années maintenant, depuis les révolutions arabes. Alors, je vais commencer par ordre chronologique de parution. Donc, je vais commencer par Richard Jacquemont et cette culture pop en Égypte. Alors, on va dire que pour un observateur français, l'Égypte contemporaine est un peu un angle mort coincé entre Maghreb et Mashrek, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de culture égyptienne contemporaine, en général, ce sont Mokalsoum, Naguib Mahfouz, Dalida et peut-être Ala el-Aswani qu'on évoque ou qu'on convoque. Le grand intérêt de votre livre, c'est qu'il permet d'envisager la pluralité de ces cultures égyptiennes post-révolutionnaires, et ce à travers une multitude de médias, que ce soit les séries de télé, la chanson, le street art, la publicité, les mèmes, les romans. Et donc on sort un peu des sentiers battus classiques. Alors, la première question, c'est, vous qui avez travaillé assez longuement là-dessus, comment est-ce que la révolution égyptienne a redéfini ce qu'était la culture pop en Égypte ? Comment la révolution a redéfini la culture pop Alors, peut-être commencer par expliquer un peu ce titre, pourquoi culture pop ? Exactement. Et ce qui m'amènera à la révolution. Pourquoi culture pop plutôt que culture populaire Pourquoi cet anglicisme ? Justement, parce que culture populaire, ça évoque dans l'esprit du lecteur et du spécialiste ou non spécialiste plutôt les cultures traditionnelles. Plutôt c'est ce qui va nous amener du côté du folklore, des musiques traditionnelles, des arts traditionnels, de la littérature populaire orale, etc. Alors que là, on est clairement du côté de productions modernes, contemporaines, qui utilisent toutes les technologies contemporaines des médias d'aujourd'hui. Et puis, ce pop a ce côté sympathique qui vous permet de vous situer à la fois du côté de ce qui est vraiment de la culture de masse, des produits qui sont conçus pour être diffusés à un public le plus large possible, et en même temps ce qu'on appellerait des cultures de niche, des productions et des activités culturelles de niche qui vont vers des publics plus spécifiques, plus particuliers, et qui peuvent éventuellement, à partir de là, essaimer, comme par exemple des formes musicales qui commencent un peu comme chez nous, la musique pop, ça peut commencer comme le rock, commencer dans des niches toutes petites, ou le métal, ceci, et puis à un moment donné acquérir une très très grande diffusion. Et puis entre mainstream et contestation, justement parce que très souvent on est dans ces productions
culturelle en Égypte, un peu comme ailleurs dans le monde, hein, comme en Occident, comme j'imagine un peu partout, dans cette problématique de production qui commence dans des niches, justement, dans des milieux sociaux marginaux souvent, donc avec une dimension de contestation, de remise en cause de l'ordre établi, et puis qui, au fur et à mesure qu'elles vont circuler plus largement dans la société, vont, par le biais des problématiques de commercialisation, de diffusion, etc., éventuellement perdre un peu leur force contestataire, ou bien pas d'ailleurs, parce que ça peut rester, cette force contestataire peut rester. Et alors, pour arriver à votre question, le moment dans lequel on a étudié ces productions, qui est en gros le livre, c'est pas la Révolution ou pendant la Révolution, en fait c'est avant et après. En gros, c'est les 20 dernières années, et c'est un moment très riche parce que c'est celui où, en fait, avant 2011, pour des raisons politiques qu'il serait trop long de détailler, mais il y a quand même une situation relativement favorable en Égypte à l'expression de ces cultures contestataires qui profitent d'un certain relâchement de la poigne autoritaire du régime, des modalités de censure, etc., qui fait qu'avant la Révolution, on est déjà on sent, en particulier dans les jeunes générations, forcément parce que c'est aussi culture pop, on est aussi du côté de la jeunesse au sens large. Et on sent que les choses bougent, et puis arrive le moment révolutionnaire qui va évidemment accentuer tout ça, surpolitiser tout ça. Et puis ça continue jusqu'à maintenant, aussi parce que malgré la répression, malgré l'impossibilité de toute forme d'expression politique contestataire aujourd'hui en Égypte, il reste quand même dans le champ culturel des lieux où peut s'exprimer encore une forme de critique sur Internet, sous des modalités qui peuvent être des formes de contournement de la censure, hein, par la dérision, par la fiction, etc. Encore des lieux où peut s'exprimer cette contestation, même si le gros de la production culturelle aujourd'hui, c'est même plus du mainstream commercial, c'est la récupération politique. Là, on est vraiment dans une reprise en main politique terrible, comme vous savez. Oui, effectivement, les autorités gouvernementales et qui sont liées aux services de sécurité ont investi énormément dans les entreprises de médias, dans la production de cinéma, dans les entreprises de publicité, etc. Donc il y a une volonté de contrôler non seulement les canaux de diffusion, mais aussi ce qui est dit dans le contenu de plus en plus. Alors, justement, vous avez un peu évoqué le fait qu'il y a quand même un esprit de résistance qui continue d'exister. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, où se niche un peu cette contestation, cet esprit de résistance dans cette culture pop égyptienne? Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples qui sont dans le livre, ou pas d'ailleurs? Alors, ou une topologie. Pour parler de ce qui est un peu dans le livre, on peut... alors, il y a, par exemple, l'adaptation. Il y a un très très beau chapitre sur l'adaptation en feuilleton télévisé d'un roman de Sonar Ibrahim qui s'appelle Zet, Les années de Zet, traduit en français sous le titre Les années de Zet. Adapté en série télévisée. Alors là, c'est vraiment caractéristique de ce qu'il a été possible de faire dans le moment révolutionnaire en Égypte, comme type de là où on a pu aller le plus loin dans la contestation, si vous voulez, des schémas imposés par la culture officielle dans les médias, dans le média le plus officiel qui soit, qui est la télévision, qui est traditionnellement le plus contrôlé par le pouvoir.
Et là, on a eu une très très belle transformation de ce roman en feuilleton télévisé, diffusé en 2013, qui couvre toute l'histoire de l'Égypte républicaine. Donc, avec le fait naître, le roman est transformé, le personnage de Z naît en 1952, en même temps que le régime, et le feuilleton se finit sur la révolution du 25 janvier 2011, alors que le roman se déroulait exclusivement dans les années 80. Et le personnage de Z, qui dans le roman est une femme de la classe moyenne écrasée par les contraintes économiques et sociales, dans le roman, dans le feuilleton, devient un héros positif, une héroïne positive qui exprime un peu la naissance, enfin l'avènement de l'agentivité, on dirait en sciences sociales, de la femme égyptienne qui devient un sujet politique à part entière et qui finit par descendre, enfin le feuilleton se finit par descendre dans la rue le 25 janvier 2011, très très beau. Et là, ça c'était caractéristique de ce qu'on a pu faire à ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, je pense que pour parler d'un autre chapitre du livre, que le lieu vraiment d'expression le plus libre peut-être de cette résistance au système, ce serait dans la musique, dans cette musique de Mahragan, ce genre musical inventé par de jeunes Égyptiens des banlieues qui étaient essentiellement invités à jouer, enfin faire les DJ plutôt dans des mariages locaux, et à partir de là, qui ont développé un genre musical à part entière, quelque chose qui est entre la musique pop égyptienne moderne très très rythmée et le rap, ce qui serait le rap chez nous, avec des textes qui peuvent être très 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 forts, très très contestataires, et qui, grâce au fait que c'est une musique qui reste pour une bonne part souterraine, comme ça, qui circule avec des moyens de production et de diffusion qui échappent largement au contrôle des autorités, qui reste un lieu d'expression de la contestation de la rue. Peut-être que Colline pourrait en dire plus là-dessus. C'est parfait, puisque j'allais justement passer la parole à Colline, qui donc a publié il y a quelques mois ce très très beau musique du monde arabe. C'est une anthologie qui démontre non seulement la richesse, la diversité de ces musiques arabes contemporaines, et qui évidemment montre que ces musiques arabes vont bien au-delà de Fayrouz, Khaled ou Umm Kalsoum, des musiques qui vont du religieux au profane, qui vont du contestataire à la bleuette amoureuse, même si on aime bien les deux genres, de l'électronique amplifiée à l'acoustique dépouillée. Et il y a une très importante introduction qui s'appelle « Faire nation en musique », qui a pour ambition d'appréhender le contexte historique et géographique de ces musiques, leurs enjeux culturels, politiques et leur développement à travers des siècles d'histoire. Alors, une première question qui serait peut-être un peu banale, c'est qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'unir ou de lier ces musiques arabes? Est-ce que c'est leur forme, leur contenu, ou plutôt leurs moyens de diffusion, leurs canaux, leur mode de diffusion? Alors, tout d'abord, pour revenir sur le titre de cette introduction, j'avais eu comme premier retour d'un ami sur le texte une phrase qui était assez amusante, qui disait qu'il appréciait beaucoup l'approche barassiste 3e degré. Donc, bon, selon lui, c'était plutôt positif. Et il disait, finalement, Georges Wassouf a réussi là où Michel Aflaq a échoué. Ce qui était quand même une manière un peu brute de poser les choses, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que la musique, finalement, à travers un certain nombre de facteurs, on va dire, organiques et véritablement peut-être plus structurés et plus volontaires, et à la fois le produit, finalement,
d'une unité ou du moins d'échanges et de points communs dans le monde arabe, et en même temps elle a été utilisée pour renforcer ce sentiment d'appartenance à un collectif, notamment au XXe siècle. Donc c'est quelque chose qui est évidemment en train de changer et qui a été très marqué dans le temps, on va dire de la fin de la Narda jusqu'à la fin du XXe siècle. En termes de rôle de la musique, finalement, la musique va former en fait un ensemble dans le monde arabe, à la fois sur le fond, sur la forme et sur le moyen de diffusion. C'est-à-dire que sur la forme, entre guillemets, nous avons évidemment des instruments qui sont similaires, des rythmes qui peuvent être les mêmes, des gammes, l'importance de la langue aussi, évidemment, le fait que malgré les différents dialectes, une grande partie du public puisse comprendre, ne serait-ce que l'essence des paroles, est très importante pour la diffusion, mais pas que, notamment lorsque Idir est décédé l'année dernière. Nous avons pu voir à quel point sa musique, donc, qui était en kabyle, a pu marquer des gens en Syrie, au Liban, en France et bien au-delà. Donc la langue, point important, mais pas que. En termes de contenu, je parlais des paroles, c'est vrai que souvent les artistes, de par les propos qui sont évoqués, mais aussi de par leur profil, de par leurs expériences, permettent en fait aux personnes de différents pays du monde arabe de s'identifier, notamment par les causes qui sont mises en exergue. Et enfin, il est vrai que les moyens de diffusion ont joué un rôle extrêmement important dans la régionalisation de la musique dans le monde arabe, avec dès le début la radio, avec le développement de stations de radio pan-arabes émettant souvent du Caire, mais avec des relais vraiment min al-Muhit al-Khalij, donc de l'océan jusqu'au Golfe. Le cinéma aussi, qui a été extrêmement important dès les années 1920, souvent un cinéma qui est chanté, encore une fois essentiellement un cinéma égyptien, mais également maghrébin, avec des studios au Maroc, où des artistes comme Hedi Jouini, par exemple, de Tunisie, viennent enregistrer et viennent jouer. Et donc en fait, ces films qui ont été extrêmement populaires, avec un certain nombre de chansons, ont vraiment pu permettre de construire finalement une culture commune pour un certain nombre de générations. Nous avons eu plus tard évidemment la période des grands monopoles, tout d'abord du vinyle, en Égypte, mais aussi en Algérie et au Koweït notamment. Puis après, dans les années 1980, Rotana, Mazika, etc., qui notamment pour la pop arabe a vraiment recentré et produit des artistes à la chaîne avec un moule vraiment extrêmement marqué, des chansons calibrées qui étaient quasiment interchangeables. Et donc voilà, ça c'est un peu les différents éléments. Je pense que tu vas poser une question après sur ce qu'il en est aujourd'hui, donc je ne vais pas tout déballer d'un coup. Oui, justement aujourd'hui, est-ce qu'on se retrouve avec un centre de gravité musicale dans cette musique arabe, comme ça a été le cas dans les années 50-60, ou est-ce que c'est plutôt une scène éclatée? Alors, tout dépend de quel genre de musical nous parlons. Il est vrai qu'au XXe siècle, donc des années 20 jusqu'aux années même 80-90, l'Égypte, c'est vraiment Oumedounia, même d'un point de vue musical, avec de nombreux artistes du Maghreb, du Levant, qui venaient enregistrer au Caire, qui chantaient en égyptien, aussi tout simplement parce que l'égyptien était le dialecte le plus compris en fait dans tout le monde arabe, grâce au cinéma, grâce à la radio, grâce aux séries télévisées. Ces artistes enregistraient également dans leur propre dialecte, mais ces chansons sont beaucoup moins connues. Et il est vrai également que l'Égypte aussi, d'un point de vue numérique, représentait un marché domestique extrêmement important. Donc il y avait vraiment une incitation commerciale et aussi un peu plus symbolique à chanter en égyptien. Donc vraiment, prédominance du Caire dans un genre musical qui est vraiment celui à une époque du tarab, donc de cette musique classique médiane, moderne arabe, extrêmement influencée par l'orchestration de la musique classique occidentale. Et après, dans les années 70, 80, 90, pour tout ce qui est pop. Et en termes de pop musique, il y a eu un véritable changement finalement de centre de gravité du Caire à Dubaï, parce qu'il y a aussi de nombreux studios de musique, de studios télévisés qui se sont créés à Dubaï, de chaînes de divertissement pan-arabe qui sont aux Émirats. Donc aujourd'hui, en termes de pop musique, il y a une montée en puissance du Golfe, un phénomène qui
qu'il faudra aussi peut-être analyser avec du recul, voir si avec le Covid, si avec l'atomisation aussi qui est à l'œuvre va durer, va s'inscrire dans la durée. Et donc ça c'est vraiment pour la musique, on va dire, commerciale. En revanche, la musique contestataire a toujours été extrêmement locale. Parce qu'évidemment, c'était un type musical qui ne bénéficiait pas des moyens officiels de diffusion et d'enregistrement. Donc il s'agit souvent d'une économie de petits moyens, de personnes qui sont quand même très proches des communautés dont ils sont la voix. Et donc la musique contestataire aussi, souvent des gens qui étaient surveillés par les régimes, qui n'avaient pas forcément les moyens de se déplacer. Donc cette musique est restée quand même très locale. Il est de même pour les musiques traditionnelles. Qui sont toujours, qui peuvent des fois avoir une diffusion seulement sur quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Je pense notamment aux musiques de l'Atlas, ou de certaines régions, notamment montagneuses, ou des musiques du désert dans le Golfe, ou en Syrie et en Irak. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était aujourd'hui, atomisation aussi quand même extrêmement importante des centres de gravité de la musique arabe, et aussi finalement comment dire ça, il y a finalement un certain accord, une harmonisation plutôt, de certains mécanismes, de certains référentiels au niveau mondial dans la musique arabe. C'est-à-dire que beaucoup de chanteurs et de musiciens originaires du monde arabe vont puiser des influences et vont également se produire ou collaborer avec des personnes qui sont finalement situées dans le monde entier, grâce à Internet, ou aussi peut-être par le biais de chanteurs et de musiciens binationaux qui peuvent plus facilement se déplacer. Alors justement, les nouvelles technologies de diffusion, le numérique, est-ce que ça permet de maintenir cette espèce d'esprit de résistance, puisque ça permet de diffuser la musique plus facilement et de contourner les canaux officiels? Tu me diras si tu confirmes ou pas, mais il y a une question corollaire, c'est aussi celle de la présence physique, de la performance en live. Et on l'a vu pendant 18 mois, à quel point les artistes partout dans le monde vivaient ça difficilement. Il y a des artistes dans le monde arabe qui n'ont quasiment jamais fait de concert. Donc comment est-ce qu'ils vivent ça et comment est-ce que leur musique perdure malgré tout? Tu donnais tout à l'heure deux exemples très intéressants d'artistes qui n'avaient pas pu toujours faire des concerts, notamment Cheikh Imam en Égypte et Meshar Leila, notamment le concert du Caire et celui d'Araman, je crois. C'est le concert du Caire où des militants ont sorti des drapeaux LGBT, ils ont été mis en prison, et puis une de celles qui ont été mises en prison s'est suicidée au Canada, quelques années plus tard. Et c'est vrai que dans ces deux cas, finalement, cette impossibilité physique n'a fait que renforcer aussi leur aura et leur impact. Ce qui était extrêmement intéressant, et ce que disait Richard finalement, c'est que les artistes qui continuent de porter la voix de la résistance sont des fois des artistes qui échappent au contrôle du régime en étant vraiment, vraiment underground et en s'échangeant finalement les morceaux, mais de personne à personne, par le Bluetooth entre deux téléphones, par des clés, par des choses comme ça. De cœur à cœur, tu disais. Exactement. Dans le livre. Oui. Ou alors vraiment des gens qui vont utiliser Internet, qui vont utiliser plusieurs proxys, etc. En termes de, j'ai l'impression que je vais m'éloigner du coup de ta question, mais c'est vrai que finalement le rapport au live dans le monde arabe est extrêmement intéressant, parce que c'est vrai qu'en tout cas il y a énormément d'artistes, peut-être moins contestataires pour le coup, mais qui finalement ne peuvent vivre de leur musique qu'à travers les concerts. Et très souvent, en fait, les enregistrements sont faits, mais de manière promotionnelle, parce qu'il y a un phénomène du piratage qui est extrêmement important. Et donc, énormément d'artistes, y compris des artistes très connus de pop, finalement, utilisent ces clips, utilisent ces morceaux qui sont piratés, qui sont diffusés illégalement, pour augmenter leur visibilité, pour augmenter leur reconnaissance. Et en fait vont utiliser ça pour après monnayer leurs services dans les concerts publics et aussi dans des concerts privés. Et il y a vraiment toute une économie du concert privé, en tout cas, qui est extrêmement importante dans la région. Merci beaucoup. Alors Farou, qui vous avez initié ce livre singulier qui s'appelle donc Tous témoins, singulier ne serait-ce que par la forme, parce que
Vous avez deux entrées, une pour les dessins et une pour des textes. Et pour une fois, ce sont les textes qui accompagnent les dessins et non pas l'inverse. Alors les dessins sont ceux de Najah Aboulkaï, qui est un artiste syrien, incarcéré dans les prisons du régime de Bachar el-Assad et témoin actif du système de torture qui est pratiqué encore aujourd'hui. Les textes sont ceux d'une vingtaine d'auteurs d'un peu partout dans le monde. Vous avez vous-même, évidemment, vous avez Ala El-Aswani, Dominique Eddé, Nancy Houston, Laurent Godet, Daniel Pénac, Olivier Py, je ne vais pas tous les citer. Alors, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la genèse de ce projet et de ce que vous entendez par cette expression intrigante qu'est la syrianisation du monde. Okay. Au mois d'août 2018, le quotidien Libération a consacré 5 pages au dessin de Najah al-Bukhari, ses dessins de prison. Najah al-Bukhari, donc artiste graveur syrien, qui a été emprisonné pendant 11 mois, heureusement pour lui, pas 11 ans. D'autres ont été 11 et même plus, 11 ans et plus. Et qui est sorti de prison, qui est réfugié en France et qui a entrepris de raconter par le dessin ce qu'il a vécu, lui, et ce qu'il a vu aussi dans les prisons, notamment les tortures. Et ces dessins ont suscité pas mal d'émotions et d'indignation. Nos amis de Libération l'ont noté depuis ce mois d'août. Et cela a incité une association qui s'appelle Pour que l'esprit vive à penser à une exposition des dessins de Najah et à accompagner cet album de dessins, de textes qu'on demanderait à des auteurs de différents pays du monde, des différents continents. Alors, il y a eu plusieurs réunions, on a beaucoup discuté de ce qu'on va demander aux gens, et finalement, nous avons décidé de leur demander uniquement de réagir comme bon leur semble. C'est-à-dire, on n'a pas imposé à ces auteurs d'écrire sur la torture ou d'écrire sur la situation en Syrie, mais de réagir selon leur tempérament du moment. Il y a des auteurs arabes, des auteurs français, des auteurs d'autres pays du monde. Certains ont abordé directement la situation en Syrie, d'autres ont insisté sur l'horreur qu'est la torture en elle-même. Bon, l'idée de torturer les autres, bon. Mais d'autres gens ont parlé par exemple des violences faites aux femmes, de la destruction de la nature, des crimes racistes, etc. Et finalement, ça a fait une moisson de 25 textes très différents, qui peuvent d'ailleurs dérouter un moment au début, parce qu'on dit, bon, pourquoi cet article qui ne concerne pas du tout la Syrie ni la torture, etc. Bon, mais on a considéré que la Syrie était devenue la métaphore de tout ce qui va mal dans le monde. C'est ça l'idée de fond de ce livre. Et que le monde, ce monde-là, c'est lui-même syrianisé, si l'on peut dire. Et c'est d'autant plus syrianisé qu'il n'a pas réagi quand il fallait aux crimes commis en Syrie. Bon. Et qu'il a laissé le régime impuni pendant tout ce temps. Pourquoi le monde s'est syrianisé? D'abord, le monde entier est en Syrie. Bon, la Syrie est occupée aujourd'hui par 5 pays, par 5 États. En plus de l'occupation, la vieille occupation israélienne du Golan, il y a 2 grandes puissances, la Russie et les États-Unis, qui sont présentes, et 2 puissances régionales, l'Iran et la Turquie, sans parler alors de l'international djihadiste qui est venu du monde entier et qui s'est installé aussi en Syrie, au détriment du mouvement démocratique syrien. Bon.
En même temps, la Syrie est exclue du monde d'une certaine manière, parce que c'est une zone de non-droit, bon, où tout est permis, mais vraiment tout est permis. Et les centaines de milliers, les millions de témoignages dont nous disposons depuis 2011 le prouvent. Bon, destruction des villes et des quartiers urbains et des villages, bombardement par des barils explosifs, torture dans les prisons, viol systématique dans les prisons, etc. etc. Bon. Et avec tout cela, des réactions très molles, un peu partout dans le monde, et finalement une certaine lassitude avec le temps, une lassitude qu'on comprend d'une certaine manière. Quand on a vu tous les jours des destructions, etc. Pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, après, on dit ouf, on en a assez. Ce que beaucoup de gens nous disent, c'est-à-dire pourquoi vous ne vous mobilisez pas pour ça? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 10 ans, etc. On s'est beaucoup mobilisé et puis, bon, il n'y a rien eu. Voilà. Donc, ce livre voulait répondre à cette situation et inciter, si vous voulez, je crois qu'il y a un message à partir de l'horreur qu'on ressent en voyant les dessins de Najah Bouraï, inciter les gens à réclamer justice. Bon, c'est-à-dire essentiellement de dire que l'impunité d'un tel régime ne doit plus durer. Bon. Et que cette impunité incite d'autres dictateurs dans le monde à faire de même, à agir comme a agi Bachar al-Assad en Syrie. Bon, vous avez vu par exemple, en Birmanie, bon, il y a eu un coup d'État contre le gouvernement légal, et les généraux, dès qu'ils sont arrivés, n'ont pas hésité un instant à tirer sur la foule, à tirer à balles réelles sur la foule, et à faire en 2-3 jours des centaines de morts. Bon, bon, il se disait, mais je suppose, pourquoi ne pas le faire? Il y en a quelqu'un qui l'a fait, et il s'en est sorti. Et cela arrive un peu partout dans le monde aujourd'hui. Après 2011, vous savez qu'il y a eu la deuxième vague révolutionnaire dans le monde arabe en 2019. Et là, même, il y a des pays aussi où les gouvernements ont été incités immédiatement à utiliser la force, soit directe, soit par l'intermédiaire de milices, comme en Irak ou comme au Soudan. Bon, heureusement, d'autres pays, il n'y a pas eu autant de violence en Algérie ou au Liban, mais dans des pays comme l'Irak, si. Il y a aussi, bon, pourquoi pas, voilà notre voisin en Syrie qui a fait de même. Et c'est ça l'idée de la syrianisation, c'est ça, qu'il y a un exemple, un grand exemple de courage de la part du peuple syrien, mais un grand exemple aussi d'horreur commise par le gouvernement et restée impunie. Alors, c'est une métaphore, mais c'est aussi un épouvantail dont se servent aussi des autorités régionales. Et je cite notamment, je pense notamment au chapitre qui a un humour très cruel dans le livre Culture Pop en Égypte. Le chapitre a pour titre « Au moins, nous ne sommes pas la Syrie et l'Irak », qui est un titre terrible, mais qui est un titre qui reflète une vraie réalité, c'est-à-dire que c'était un message, peut-être laisser Richard en parler, un message qui a été martelé par les autorités égyptiennes dès 2013-2014 et qui a été évidemment tourné en dérision, mais Richard peut-être peut nous en parler un peu. Oui, donc vous faites allusion au chapitre donc sur sur les mêmes. Les mêmes, oui, les mêmes, donc sans accent circonflexe, les mêmes Internet. De Shehab el-Khashab. Donc ces figures qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ont été beaucoup utilisées par les Égyptiens pour tourner en dérision la propagande officielle. Tout à fait. En l'occurrence, là en l'occurrence, ce chapitre est très joli parce qu'il analyse ce qui se fait assez rarement aussi dans
dans les études. Bon, c'est un livre universitaire, ce sont des études académiques, mais là on est vraiment sur des objets qui sont rarement analysés par le monde académique qui a tendance à rester du côté de la culture académique aussi. Et là c'est vraiment fascinant le travail de Shihab Khashab sur les mèmes internet et comment il analyse donc le rapport des Égyptiens à l'étranger. Et toute la complexité qu'il y a entre à la fois la fierté nationale et l'autodérision dont sont capables les producteurs de ces messages. Et puis c'est dans le cadre de toute une partie du livre qui est dont le thème central est l'humour. La dérision, et qui est quelque chose qui, comme chacun sait, quand on a un petit peu fréquenté l'Égypte, qui a toujours été au centre de la culture populaire égyptienne, c'est-à-dire un moyen privilégié pour tout le monde, toutes les classes sociales, de manière différente selon les lieux, mais d'analyser, non seulement de rire de ce que font les gouvernants, mais aussi d'analyser et de produire une véritable sociologie des dominés à travers l'humour. Exactement. Ça a été, en fait, pour revenir un petit peu à la Syrie, dès l'arrivée, ou en tout cas dès la pré-arrivée des autorités égyptiennes à partir de l'été 2013, on a vu fleurir dans tous les médias, télévision, presse, etc., cette espèce de message. Attention, si vous bougez le petit doigt, on deviendra la Syrie ou l'Irak. Et ça a été martelé. Et le grand intérêt des mèmes, justement, ça a été de tourner ça, de prendre ça, de pousser à l'extrémité et de le tourner complètement en dérision, comme aurait fait Albert Khosry dans un de ses romans il y a quelque temps. Alors, j'ai le souvenir en Syrie que les gens disaient, certes, en 2007-2008, certes, la Syrie n'est pas le paradis, mais au moins nous ne sommes ni le Liban ni l'Irak. Donc, il y avait déjà, évidemment, la comparaison du pire est un exercice, on va dire, assez facile et ancien. Et au Liban, on disait on ne veut pas être comme Chypre. Bon, Al-Qabrasa. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé d'une lassitude. Les opinions publiques semblent s'être un peu accommodées de l'horreur. Il y a un écrivain qui avait jadis dit qu'on était puceau de l'horreur comme on est de la volupté. Vous pensez qu'on est vraiment devenu complètement mithridatisé par rapport à ça, ou est-ce que... Non. La preuve, c'est l'accueil, par exemple, qu'a obtenu ce livre. Il a été, on l'a publié au mois de mars dernier, à l'occasion du 10e anniversaire du soulèvement syrien. Bon, et il a eu une réaction, très bonne réaction dans la presse, aussi bien écrite qu'audiovisuelle. Bon. Et les rencontres de Najah al-Boukhari avec les publics a été toujours aussi très chaleureuse. Bon. Donc il n'y a pas le public n'est pas fermé à cela, sauf que il a aussi ses problèmes. Oui. Bon, le public français a ses propres problèmes ici. Bon, et puis il y a tellement d'horreur dans le monde et on se mobilise pas de la même manière pour tout. Bon. Il faut dire aussi que le djihadisme terroriste a détourné l'attention et le regard de larges secteurs de l'opinion publique de ce qui se passait en Syrie. Bon, Daesh, avec ses crimes délibérément spectaculaires, a bien sûr attiré l'attention de tout le monde, du monde entier, et on ne voyait pas ce qui se passait juste à côté. C'est-à-dire, on parlait de tel village où Daesh a commis un crime, mais dans le village juste à côté, le régime bombardait et tuait plus de personnes aussi que Daesh, mais ça ne se voyait pas, on ne le voyait pas à la télé, etc. C'est-à-dire, il y a cette... comment dire, la multiplication des raisons de s'indigner et de se révolter, aussi bien dans la région que dans le monde, et les gens se mobilisent. Bon, regardez ce qui s'est passé
en 2019, le moment où l'Algérie, par exemple, avec son long Hirak, qui a duré des mois et des mois, avec des dizaines de millions de personnes, bon, il a suscité évidemment en France, qui est toute proche, qui est très liée à l'Algérie, un grand intérêt. Et puis c'est retombé. Oui. Bon, c'est retombé, bon, maintenant on n'en parle plus. Alors que les manifestations C'est-à-dire oui, alors que bon, l'Algérie est tellement liée à la France, etc. Le Liban, qui est aussi un autre pays très lié à la France, en octobre de l'année dernière, on ne parlait que du Liban. Bon, aujourd'hui, oui. Bon, on parle de la corruption des gouvernements libanais, etc. Mais cet extraordinaire mouvement populaire, unique dans son genre aussi au Liban, avec toutes les caractéristiques à ce point des mouvements, c'est-à-dire où la gravité et l'humour sont mêlés toujours. Bon, il y a une gravité dans l'expression, mais aussi il y a beaucoup d'humour. Dans les manifestations en Algérie, c'était extraordinaire, mais aussi au Soudan ou au Liban. Voilà. Colline, est-ce qu'on chante aujourd'hui la Syrie comme on a chanté la Palestine, ou comment on continue de chanter la Palestine, peut-être un peu moins? La Palestine est un cas extrêmement particulier. C'est vraiment le pays qui a été chanté par tout le monde, par des chanteurs commerciaux, on va dire, ou officiels, comme par les chanteurs contestataires, parce que aussi vraiment la Palestine, la libération de la Palestine a été vraiment le pivot du nationalisme arabe, en tout cas au milieu du XXe siècle. Donc elle incarne quelque chose de particulier qui n'a jamais été égalé par les autres pays. Historiquement, c'est vrai qu'on parle peu finalement des autres dans la chanson contestataire, parce qu'on a déjà ces problèmes qui se situent dans notre propre pays, exception peut-être de l'Égypte. Je pensais notamment à la chanson Risala et la Jamila de Fayrouz, une chanson sur Jamila Bouhired, donc grande figure de l'indépendance algérienne. Mais sinon, de manière générale, ça reste quand même assez restreint. Et c'est vrai que les chansons des révolutions de 2011 et d'après, comme les slogans d'ailleurs, ont été marqués aussi vraiment par un côté très domestique. Et il y a alors j'ai oublié le nom de la contributrice, mais dans le 2e numéro d'Araborama, donc le volume de l'Institut du Monde Arabe publié aux éditions du Seuil sur les révolutions arabes, il y a une contributrice qui a totalisé les slogans de Tahrir, et en disant qu'en 2011 à Tahrir, je crois plus de 80% des slogans concernaient, en fait, étaient des slogans qui s'adressaient au régime, et ce n'étaient pas les slogans habituels de allons libérer la Palestine contre l'ennemi sioniste, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve dans la chanson. La révolution syrienne et l'horreur syrienne est arrivée en même temps que d'autres mouvements, et que finalement chacun, même s'il y a eu énormément d'échanges, de solidarité, des chansons ont été reprises d'un pays à un autre, mais de manière générale, en termes de thème, la Syrie n'a pas été une force, on va dire, qui aurait particulièrement poussé et conduit le reste de la musique contestataire. Très bien. Alors, peut-être 2 petites questions pour terminer, à vous 3. Alors, d'abord, aujourd'hui, comment on peut faire vivre cette culture résistante dans un espace arabe qui est saturé à la fois de censure et de propagande? La question est pour tous les 3, donc n'hésitez pas. Mais, moi, il me semble que ce qu'on voit aujourd'hui, comme avant, comme du temps où les cassettes de Cheikh Imam et Ahmed Fouadnegm circulaient et passaient les frontières, et tout le monde les écoutait de Tunis à Rabat, à Beyrouth, au Caire, et à Damas, et à Paris. Qu'est-ce qui permet à ces expressions contestataires de continuer de fleurir? C'est la technologie, les moyens technologiques d'aujourd'hui qui, Dieu merci, les artistes ont toujours une longueur d'avance sur les censeurs. Y compris dans l'utilisation des technologies d'aujourd'hui, et pourvu que ça dure. Et je dirais que nous avons besoin toujours d'icônes qui vont incarner, qui vont cristalliser ces mouvements, qui vont donner de l'espoir aussi, mais que le plus important reste finalement une résistance qui peut être extrêmement informelle et qui peut être de tous les jours et au quotidien dans les esprits des gens dès que possible.
Oui, ce qui s'est passé, enfin l'exemple syrien là aussi est intéressant parce qu'il a eu un travail d'archivage extraordinaire qui a été mené et que vous pouvez trouver sur un site qui s'intitule Creative Memory of Syrian Revolution, dans lequel il y a des centaines de références, aussi bien de films, documentaires ou autres, de chansons, de textes littéraires, d'art plastique, mais aussi beaucoup d'expressions populaires, c'est-à-dire des images de graffiti, des mots d'ordre, des slogans, des banderoles, etc. Il y a eu une créativité populaire extraordinaire durant cette période, et malgré les déboires des révolutions, des soulèvements arabes et les horreurs dans un pays comme la Syrie ou en Libye, il y a des choses qui vont être, je veux dire, une arme pour l'avenir, pour continuer et pour maintenir l'esprit de révolte et l'esprit de renaissance. D'ailleurs, il y a un livre qui a utilisé un peu cette mémoire, le livre de Leila Dakhli, par exemple, l'esprit de la révolte, qui a utilisé des archives pour montrer que la pérennité de l'esprit de révolte malgré la répression. Oui, en fait, la grande défaite serait d'oublier, quoi. Tout à fait. D'accord. Bon, dernière question. Est-ce que, à votre avis, il y a des objets culturels, des formes culturelles qui seraient plus efficaces, plus propices pour résister aujourd'hui, évidemment avec les spécificités nationales ou géographiques? Est-ce que le roman, la chanson, les mèmes, voilà, à votre avis? Je pense que tout est bon à prendre, évidemment, et on doit vraiment s'adapter aussi à tous les nouveaux formats qui se développent. Mais je pense qu'il serait peut-être intéressant de revenir aux formes majeures, en fait, qui ont été dominantes à une certaine époque. Je pense beaucoup au théâtre. C'est vrai qu'une grande partie de la chanson contestataire, finalement, notamment en Égypte et au Maroc au début du XXe siècle, s'est développée dans le théâtre politique, théâtre chanté. Le nom de mon exemple égyptien m'échappe, et je pensais notamment à Bouchara el-Bedawi au Maroc dans les années 20 et 30. Donc vraiment cette tradition du théâtre politique qui après peut être déclinée en podcast, qui peut être déclinée de manière extrêmement différente, qui peut être mise en musique, etc. Et la poésie aussi qui fait partie un peu des grands types d'expressions finalement qui sont importants. On avait ce débat notamment lors d'une résidence de traduction littéraire de l'arabe vers les langues européennes, et c'est vrai qu'on se disait tiens, c'est vraiment dommage, il y a très peu de romans de science-fiction ou de fantasy ou de crimes en arabe qui sont traduits en français, mais en même temps lorsqu'on regarde le corpus qui est produit dans le monde arabe, dans ces genres-là il n'est pas extrêmement important. En revanche, par exemple, la poésie aujourd'hui, traditionnellement, est proportionnellement beaucoup plus importante dans le monde arabe qu'elle le peut l'être auprès du grand public en France, par exemple, aujourd'hui. Et puis ce qui est très important peut-être aussi, puisqu'on est là à Paris, de le signaler, un facteur très important de réussite et qui alimente ces résistances, c'est les circulations entre les pays arabes et les sociétés arabes et les diasporas. Le monde arabe hors les murs. Le monde arabe à Paris, à Berlin, oui. Dans toute l'Europe, dans le monde entier. Circulations qui peuvent être compromises par les restrictions diverses et variées, y compris sanitaires, mais qui avec justement l'Internet, les technologies d'aujourd'hui font que ces expressions de résistance circulent depuis les diasporas vers les sociétés arabes et vice-versa. Moi, je pensais à une forme qui peut paraître mineure pour l'instant, mais qui sera peut-être amenée à avoir ses lettres de noblesse plus tard. Ce sont les mèmes, justement, sans accent circonflexe, parce que je considère que c'est une langue nouvelle. Moi, par exemple, je l'apprends comme une langue étrangère. J'ai dépassé l'âge, je ne suis pas né dedans.
Et je pense que les personnes qui ont plus de 40 ans, pour eux, c'est une langue étrangère. Et ils ont du mal à l'appréhender. Peut-être que et c'est pour ça qu'il y a une énorme liberté, parce qu'on peut y faire passer énormément d'idées, y compris des idées parfois subversives, sans que les autorités comprennent réellement la portée. Mais peut-être que d'ici 5 ans, 10 ans, ça perdra complètement de ce potentiel subversif. Falou, peut-être un dernier mot. Oui, sur la production, disons, intellectuelle, artistique ou littéraire durant ces années, je crois qu'il n'y a pas, on n'a pas le roman des soulèvements arabes, enfin le grand roman que ces soulèvements méritent jusqu'à maintenant. Mais nous avons des œuvres très respectables, souvent d'ailleurs inspirées par les échecs, par la contre-révolution, etc., des dystopies. Oui. Il y a, cette veine s'est développée un peu en Égypte, comme tu sais. Comme par exemple le fameux Otarid, traduit en français sous le titre 3 saisons en enfer, et qui est terrible, horrible, quoi. C'est l'une des dystopies les plus noires de toutes les littératures mondiales, de la littérature mondiale. Et il y en a d'autres. Moi, je crois que parmi les productions très très intéressantes, c'est des documentaires, des films documentaires. Et on sait qu'il y a des films qui ont obtenu un succès à l'échelle mondiale. Il y a eu, je prends comme pour Sama par exemple, qui est arrivé jusqu'à l'Oscar. Et donc il y a une, à la fois dans le roman, dans la littérature, que dans les formes artistiques. Par exemple, il y a aujourd'hui une foule d'artistes syriens qui vivent en Allemagne ou en France et qui continuent à produire des œuvres remarquables, vraiment remarquables. Il y en a d'ailleurs maintenant, je crois, encore une exposition à la Cité des Arts. Il y a un travail collectif parmi des jeunes artistes et qui sont très, très promoteurs. Très bien. Je pense que nous allons arrêter sur cette note un peu plus positive, un peu d'espoir. Oui. Je voulais juste dire qu'il y a aussi les chansons des ultras, des clubs de foot. Oui. Qui voyagent beaucoup dans le monde arabe. Tout à fait. Ou bien en Algérie, à Alger ou à Casablanca. Leurs chansons qui sont très contestataires, sont très populaires aussi et inspirent avec le visuel, avec le mouvement du corps. Exactement. Quand les autorités n'interdisent pas les matchs en public... Ils ne massacrent pas. Voilà, exactement. Bien, je vous remercie. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir été présent dans cette salle et en ligne, et continuer à suivre les autres débats qui vont suivre. Merci beaucoup. Merci.